vraiment LinkedIn. LinkedIn, c'est un canal de nurturing sur lequel on Ouais, a capitalisé, plus qu'un canal de. Ils vous vendent tous. J'ai eu 100 leads. Frère, si ton lead, il prend un truc à 20 balles, on s'en tape. C'est pas un vrai lead, t'as capté. Il te faut 4 millions de leads, t'es mort. Y a pas... C'est déjà mort ton marché. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas combien t'as de leads, c'est combien de rendez-vous t'as de qualité. C'est quoi ton LTV CAC ratio. C'est quoi ta LTV réelle? Parce que si tu viens vers moi et que tu me dis ma LTV c'est 100 balles, bah frère, faut retravailler le sujet. D'accord? Il y a plein de sujets là-dedans. Moi, je m'en fous de dire à tout le monde j'ai eu 100 leads, tu vois. Moi, si j'ai eu 4 leads dans la semaine, j'ai signé les 4, ça, je suis fier. Si j'ai eu 20 leads dans la semaine, j'en ai signé 4, j'ai perdu putain de 16 heures. Mais alors là, tu n'as pas peur parce que si tu es sur de la recommandation, justement, comment est-ce que tu arrives à détacher ton image, donc ta personal brand, Je l'ai systémisé, la de ta boîte? Ah, ok, d'accord. Et tu l'as systémisé sur ton entreprise, pas sur toi. Ouais, tu fais un process GRC, gestion relation client, tu processes toute ta délivrabilité, tu dois créer. C'est quoi la différence entre un freelance et une agence? Question con, mais je sais que personne ne sait répondre, allez-y. C'est quoi La différence entre une agence et un freelance? Question simple. Tu vas voir, les questions simples, c'est les pires. Bon, je sais pas, moi, je dirais quoi, le suivi après avec ton client ou Non, ils suivent aussi les freelances, ils travaillent. Moi, je dirais la distribution, le fait de systémiser l'acquisition, quoi. L'acquisition. C'est vrai que en fait, la majorité des gens, ils vont vous important. répondre que c'est recruter, avoir du monde. C'est une connerie. La seule différence entre un freelance, c'est qu'il vend son temps et une agence, elle vend un système. Tu peux être seul et commencer déjà à être une agence du moment que tu as systémisé ce que tu vends. Pourquoi? Parce que tu crées un actif. Quand tu crées un système, tu crées quelque chose de répétable, donc d'optimisable. Quand tu ne crées pas un système que tu vends ton temps, tu vends du sur-mesure. Et tu as des gens qui passent en mode studio, mais qui se définissent comme une agence et qui créent un peu de brouillard sur le marché. Un studio, c'est quoi? C'est plusieurs personnes qui travaillent ensemble, comme une sorte d'agence, sauf qu'ils travaillent que sur du sur-mesure. C'est donc pas systémisable. Comme c'est pas systémisable, dans 10 ans, s'il continue de faire ça, il n'aura pas un case pour sa cible. Il aura une multitude de choses qui ne correspondent qu'aux personnes qu'il a servies. Ça ne ressemblera jamais suffisamment à toi, prochain client. C'est pour ça qu'on crée un système. Ça devient une agence. Et une agence vraiment bien systémisée as fuck, ultra structurée, etc. C'est quasi une plateforme. Ça pourrait même quasi devenir un SaaS, mais ce n'est pas le but parce que tu dois garder tes pricing. Ah, c'est la passe D pour ta question, Joris. Non, en fait, moi, ce que je me suis dit en regardant un peu Stratco, je me suis dit, OK, toi, tu es sur un modèle où tu aides des agences à scaler. D'accord? Donc, pour aider ces agences à scaler, est-ce que tu as des produits, est-ce que tu as développé des produits en interne? Parce que pour moi, ton agence est typiquement, enfin, le service que tu proposes est typiquement digitalisable et spécifique, alors que d'autres agences qui sont des agences traditionnelles vont plutôt utiliser des SaaS qui sont déjà sur le marché et donc ils n'auront pas ce produit-là pour arriver sur le sujet de la valorisation au moment où ils vont pouvoir revendre. Toi, tu auras un système parce que tu es un peu hors des chantiers battus, donc tu as un produit que tu peux rajouter sur ton agence, tandis que les autres n'ont pas d'outils, c'est des outils traditionnels. Donc, c'est ça un peu ici ma question, c'est comment… Donc, est-ce que tu as la roadmap projet avant revente, parce qu'en fait, c'est important d'être propriétaire de ta stack. Ok. Sujet souvent non abordé d'ailleurs, mais la propriété de la stack, c'est important parce qu'aujourd'hui, tu peux utiliser Notion, ClickUp, ce que tu veux, tu es dépendant. Alors, il en faut, tu ne peux pas tout propriétariser. Entre guillemets, si tu veux build ton propre CRM, c'est comme si tu construisais une deuxième entreprise, il ne faut pas éviter. Mais ta stack de delivery, tu peux la posséder. Donc, possède-la. Et oui, c'est prévu. In fine, une bonne agence, in fine, elle devrait toutes, et encore plus à l'ère de l'IA, avec ce qui se passe, build sa propre stack interne, parce que déjà, ce sera sur mesure pour sa clientèle, dashboard piloté, etc., la totale. Parce que l'expérience sera plus premium, parce que ça augmente les pricing, parce que ça rend le truc plus systémisable, parce que tu peux le gamifier as fuck, et qu'au final, une bonne agence, c'est qu'un jeu. Et que tu devrais, dans le monde du service, tout devrait être gamifié avec des étapes et des trucs à passer, et point. Et en fait, souvent, les échecs, c'est juste une question personnelle. C'est le CEO qui n'a pas accepté de devoir faire les choses qu'il devait faire. Non. Ou c'est le mec qui est intellectualiste trop, alors que oui, désolé de te le dire, mais ça ne sert à rien d'être intelligent. Parfois, il faut être une belle brute. Ça paye mieux. Au fond, c'est… T'es là, l'autoroute, c'est limité à 120, toi, tu es à 80 et tu dis « imagine, je fais un accident. » Frérot, accélère. La route, elle est à 120, il n'y a pas de voiture, il n'y aura pas d'accident. Point. Appuie pour créer un problème que tu vas résoudre. Invente-toi pas un faux problème que tu es en train de résoudre à l'instant T. En vrai, la majorité, ils patauchent parce qu'ils s'inventent des problèmes, des dingueries, ils s'inventent plein de problèmes qui sont réels, in fine. Mais est-ce qu'ils sont vraiment urgents? Non.
C'est normal de ne pas avoir une boîte parfaite si elle a 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a, elles ont 100 ans, elles ne sont toujours pas parfaites. Ça sert à quoi de chercher la perfection? Non, il faut créer un service qui satisfait. Et un service qui satisfait, ce n'est pas forcément quelque chose de parfait. En tout cas, c'est quelque chose de systémisé. Et c'est souvent aligné à la promesse. Les gens, ils font des promesses mensongères. Dinguerie. Ouais, dans 3 mois, tu seras XK. Qui sait, frère? Si je savais, je travaillerais Jeff Bezos. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais me prendre la tête à travailler avec toi si j'avais la recette miracle? Il n'y en a pas. Ce qui est sûr, c'est que si tu fais les bonnes causes, tu auras des conséquences. Quelles conséquences? C'est le marché qui va décider, point. Ça ne te plaît pas à entendre, je m'en fous, travaille pas avec moi. Ça te plaît, tant mieux, on est aligné. Mais je ne vais pas te mytho. Et les gens, en fait, pour l'argent, ils préfèrent mentir. Après, les gens, ils se prennent une douille et ils disent, ouais, les programmes, ça ne marche pas. Fais pas la victime. Tu as accepté de lui donner ton argent, d'accord? Il t'a pas mis un couteau sous la gorge. Tu as accepté de faire confiance à quelqu'un de manière crédule. Premier apprentissage, sois moins crédule. Dur à entendre, fait mal à l'ego, mais un bon entrepreneur, c'est no ego for bingo. Point. En fait, c'est la dette de ta qualité, c'est tout. Moi, ce que j'ai compris, c'est que la personal brand du fondateur, c'est souvent le moteur de croissance. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de est-ce qu'elle peut être transmise? Donc, c'est pas des systèmes. Est-ce qu'elle appartient à la société? Est-ce qu'elle existe indépendamment du fondateur? Et c'est vrai que de ce que j'entends, c'est que, et de ce que je comprends aussi de mon point de vue juridique, c'est que ce qui ne peut pas être transmis ne crée pas de valeur durable. Et donc, exactement. Si on fait une agence, on ne va pas regarder la visibilité LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, on va regarder si les revenus vont continuer sans toi. Donc, c'est-à-dire, est-ce que les clients sont liés à la société, à toi personnellement, mais plutôt, là, toi, tu as parlé d'un système. Est-ce que les revenus sont récurrents, donc les contrats sur 12, 24 mois, ou c'est plutôt du mois par mois? Là, tu as donné l'exemple avec le freelance. Est-ce que l'équipe peut délivrer sans que tu sois là? Et donc, effectivement, on parlait du fondateur visible avec 200 000 abonnés, mais si les clients ne signent qu'avec lui, pas avec la société, donc il y a quand même ce risque de dépendance. Et donc, effectivement, ça fait revoir un petit peu l'ensemble, quoi. Et donc, pour moi, pour le sujet du jour, parce qu'on a basculé sur la brand, là, on revient sur le M&A. Vous savez quoi? Je vais donner des critères. C'est quoi le plus important en M&A pour une agence? C'est ça qui est intéressant d'abord. On pose le contexte, après on descend. C'est la rentabilité. C'est pour ça que je parle ton EBITDA. Je me suis présenté en vous parlant de mon EBITDA. D'accord? Une fois que la rentabilité elle est faite, grosso modo, tu as 2-3 data macro, après on rentrera dans le micro, mais tu vas avoir la récurrence des revenus, le retainer. Tu vas avoir la dépendance au fondateur, à tous les niveaux, qui va être analysé. Le potentiel de croissance sur le marché de l'entreprise et potentiellement aussi son positionnement, sa spécialisation. On puisse évaluer aussi à quel point il peut prendre des parts de marché, qu'on le veuille ou non, ça reste in fine le sujet. Et après, ta valeur égale EBITDA fois multiple. Il y en a qui utilisent du DCA, etc. Enfin, peu importe, mais c'est comme ça que ça marche. Ensuite, il faut se poser la question de comment on catégorise les agences. Tu as des petites agences, des moyennes et tu as des grosses. Une petite agence, on va dire, c'est un truc qui fait 500K EBITDA ou plus ou moins à peu près, pas loin, quoi. En dessous, arrêtez de croire que vous allez revendre. On ne revend pas de la merde. Ou sinon, tu vas faire une revente sur un dot market, un truc chelou, pas dingue, où tu trouveras quelqu'un de pas dingue non plus, qui essaye de prendre un raccourci, ou parfois quelqu'un d'assez smart et qui trouve un potentiel de ouf. Une bonne revente, ça commence autour des 500K EBITDA. Puis 500K EBITDA, c'est pas non plus le bout du monde. Si tu es bien structuré, ça se fait assez vite. C'est une agence qui fait 2-3 M. En vrai, même si tu es bon, elle pourrait faire un M. Mais comme la majorité ne sont pas bons et tu restructures trop vite, ils recrutent trop vite, ils n'ont pas productisé, ils ont voulu scaler. Après, ils payent la dette. Et la dette, c'est les points de marge net. Autrement dit, leur valeur. Donc, c'est con. C'est pour ça que moi, par exemple, sur Stratco, pendant 3 ans, on n'a pas scalé. Bizarre de dire ça quand tu fais 1 million, mais on n'a pas scalé. On n'a fait que de la reco. On n'a activé aucun canal d'acquisition. Il n'y a que récemment qu'on vient de relancer les ads. Parce que c'est un canal qui est duplicable, relançable, maîtrisable à 100%. Évidemment, on a déjà craqué le setting, on a craqué tous les canaux parce que c'est mon métier, ça facilite et on va tout lancer d'un coup là. Mais en gros, la base même, c'est la structuration de ton produit, ta LTV, ta marge nette, ton gros profit, ton gros margin. Parce qu'à la fin, c'est celui qui peut payer son client plus cher qui peut mettre des baffes à tout le monde. Point final. C'est dur la réalité financière. Elle ne fait pas plaisir à entendre, elle est brutale. Tu as 1000 balles à mettre pour ton client, j'ai 10 000, je t'écrase. Tu peux dire ce que tu veux. Et en plus, à côté, du coup, j'ai autant d'investissements pour ma brand. Après, je peux faire une VSL de ouf. Après, je peux faire que des trucs de ouf. Et toi, tu vas faire quoi? Tu vas arriver avec des trucs pas ouf. Parce qu'au final, c'est la brand qui gagne. Au début, on benchmark. Mais à la fin d'un benchmark, on prend que celui avec celui qu'on a le plus de confiance.
La brand, elle participe à quoi? La création de confiance. Au final, quand je vois un mec qui a fait une vidéo à 50K, je sais qu'il a une vraie boîte. Quand je vois un gars, il a fait un vieux nez, à part quand tu es jeune et malléable, et souvent c'est pour ça que les mecs, les jeunes travaillent avec des jeunes, mais les gens plus âgés ne sont pas si cons que ça, d'accord? C'est juste qu'ils savent que si ta boîte, elle n'a pas encore 3 ans, en vrai, elle est instable, plein d'imperfections, et après, tu le prends comme tu veux, tu vois. Mais en gros, la confiance, ça se crée, ça se mérite, et ça se paye. Au final, tout se paye. La visibilité, ça se paye aussi. Tu n'as qu'à faire de l'Ads to Follow. Je mets 50 000 balles là ce mois-ci. À la fin du mois, j'ai 200 000 abonnés. Ça ne fait pas plaisir à entendre. Toutes les brands que vous voyez, elles font aussi de l'Ads to Follow. Hein. Ouais, il a une croissance organique de ouf. Non. Il a une bonne strat smart. Il a envoyé full organic as fuck pour doper la croissance, mais ils font tous de l'Ads to Follow en parallèle. Pourquoi pas le faire? Tu payes, tu n'as pas des faux, tu as des vraies personnes. Fais. Oh, c'est de l'entrepreneuriat, c'est de l'argent. Les gens, ils investissent. Ils font du RP à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils faisaient de la RP. Pourquoi t'as honte d'acheter tes abonnés, ma gueule, si c'est des vrais? Si tu as fait de la pub et que tu les as attirés sur le bon message, quel est l'intérêt de… C'est du commerce. Si tous les 5 abonnés, j'ai une vente, t'inquiète pas, je les achète tous, je m'en fous. Il faut compter. C'est qu'une question de compte. C'est juste ça qui ne fait pas plaisir à entendre aux gens. C'est parce qu'ils veulent faire les trucs, parce que c'est des humains. À la fin, c'est de l'argent. Et sur le chemin, c'est des humains. Si tu fais les trucs dans ta valeur, que les humains en face de toi, tu les traites bien, que tu les rends heureux et qu'ils te rapportent du cash et que tu leur en fais gagner encore plus, bah, tant mieux. Mais l'équation finale contre tes concurrents, c'est juste qui a le plus de bif pour casser son marché. Point. Et donc, il vaut mieux travailler ta structuration interne pendant un certain temps, préparer le terrain correctement, tout systémiser en amont pour éviter d'avoir des fuites budgétaires par-ci, par-là et pour justement pouvoir arriver en mode banger. Parce qu'in fine, la brand, c'est que ça, tu vois. Tu ne peux pas arriver… Et si tu arrives trop tôt en mode banger et que tu n'as pas la capacité d'absorption, tu crées de l'insatisfaction, la pire possible. C'est « Oh, il ne peut pas me prendre ». Tu as pété ta croissance à quelqu'un qui t'a dit « Non, il ne reviendra pas. Il faut arrêter de faire semblant. Ça fait suffisamment longtemps que les gens qui sont dans le business le savent. Quand il n'a pas deal, il n'a pas deal. Il ne va pas dealer dans 4 mois. » À part dans de rares cas exceptionnels. Et en vrai, quand il ne t'a pas dit oui ou non, c'est juste qu'il n'a pas compris. Il doit te dire oui, il doit te dire non. Sinon, c'est que tu es nul en marketing. Pas plaisir à entendre aussi, c'est pareil, c'est ta dette. Tu as un marketing de mendiant. Tu as un marketing désolé, de lèche-cul. Ça aussi, ça existe. Tu as un marketing qui n'a pas de personnalité. Tu es incluant, pas excluant. Oh, tu n'as pas à mendier les gens pour qu'ils bossent avec toi, d'accord? Tu dois avoir un vrai message, une vraie offre. Point. Et ensuite, désolé, si tu n'as pas assez de clients, c'est une équation économique. Tu n'as qu'à aller avoir plus de visibilité. Tu n'as pas d'argent, fais de l'organique. Fais de la prospection. Tu as de l'argent, pousse aussi de l'ADS. Au final, toutes les boîtes font la même chose. Point. Et comment on peut mieux? Et ici, quand tu dis, c'est intéressant, justement, quand tu dis, tu parlais justement de scaler la marge. Enfin, bon, scaler la marge, on va dire. Tu parlais de 500K et qu'avant 500K, il ne faut pas scaler trop vite. Tu vas avoir 500K, après, tu as un cap au-dessus d'un M et tu as un cap au-dessus de 2 M en France. Ça dépend des marchés. Mais ici, comment justement une agence, elle fait? Parce qu'ici, tu te bats contre les chiffres esclave officers, si je me rappelle bien, pour reprendre ouais, c'est ça. Parce que justement, j'ai l'impression qu'à un moment donné, quand tu arrives, je ne connais pas le monde des agences, mais tu arrives à 1 million, si tu veux continuer à augmenter ta marge, ton EBITDA, tu vas un peu devoir charbonner. Est-ce que c'est à ça que tu appelles ou c'est plutôt à faire appel à une agence comme toi qui va pouvoir réduire… Moi, personne ne doit faire appel à moi. Les gens, ils doivent venir quand ils ont compris. Je ne cherche pas à me vendre. Jamais. Mais justement, alors comment une agence, alors, tu dis qu'il ne faut pas recruter trop tôt, etc. Mais si tu ne recrutes pas, c'est sur les fondateurs la charge de travail. Et donc, à ce moment-là, ce poids d'être… tu ne fais pas d'abdos, tu auras des abdos? Non, tu n'auras pas d'abdos. Eh ben alors, ça fait partie du jeu. D'abord, tu fais des abdos, après, tu apprends aux gens à en faire. Point. Yeah. Brutal. Non, tout à fait. Délègue pas quelque chose que tu n'as pas fait, tu ne sauras pas le déléguer. Tu vas déléguer quoi? Un truc que tu ne sais pas, un truc que tu ne connais pas, des KPI que tu ne maîtrises pas, quelque chose que tu n'as pas productisé, quelque chose que tu n'as pas testé. Donc oui, au début, et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, tu te retrousses les manches, tu bosses et tu fermes ta gueule. Mais déjà, quand il arrive à 1 million de CA en agence, il a quand même bossé. Et il y a différentes façons de bosser. Déjà, est-ce que tu es obligé de faire 1 million? Première question à se poser. Non, tu n'es pas obligé de faire 1 million. Tu n'es pas obligé de faire 1 million. En vrai, la première question à se poser, c'est j'entreprends pourquoi? On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Si tu es dans une optique de revendre ta boîte,
Si tu es dans une optique, tu veux créer une petite muse pépère qui tourne et tu montes tes startups à côté, sauf que tu es en autofinancement, du coup, tu sautes le précide, tu arrives direct en série A, tu fais même un petit exit qui passe bien. Si tu es intelligent, hein, après, tu fais ce que tu veux. Dans ce cas-là, c'est intéressant de faire ce modèle-là. Si tu as envie d'avoir une boîte bon père de famille, parce qu'en fait, toi, tu te dis juste, moi, je veux travailler longtemps, tu vois, ça me dérange. Travailler 10, 20 ans, ça me va. Dans ce cas-là, il ne faut pas dépasser 3 chiffres de croissance annuelle. Tu vas créer trop de chaos, de l'instabilité.